Build & Connect, le podcast qui donne la parole à ceux qui construisent aujourd'hui le bâtiment de demain. En novembre 2022, s'est tenue la 5e édition du colloque international. 2 journées riches en conférences, tables rondes, retours d'expérience et moments de networking. 2 jours pour donner l'impulsion, susciter des collaborations et changer d'échelle. Build & Connect, un programme proposé par le pôle Fibre Énergie Vie, seul pôle de compétitivité entièrement dédié au bâtiment, et par l'Université de Strasbourg avec le soutien de 15 entreprises mécènes. Alors dans cette séance, nous allons découvrir 2 expériences, 2 présentations de 20 minutes, questions-réponses inclus. Et alors, je vous présente déjà Sylvaine Corbin, qui est chef de file français, coordinatrice Assist-BAT au CAUE de 74, voilà, donc en Haute-Savoie, et David Corgier, qui est directeur général de la société Manaslu ING. Et je vous laisse présenter votre projet Assist-BAT et je vous propose également de vous présenter. Voilà. Merci, bonjour. Donc Sylvaine Corbin, donc du CAUE de Haute-Savoie. Donc le CAUE, c'est le Conseil d'architecture, d'urbanisme et d'environnement. C'est un organisme qui accompagne les collectivités locales depuis une 40aine d'années. Alors notre projet Assist-BAT, il est né d'un retour d'expérience et il est né aussi de rencontres entre des acteurs. Et notamment, ça a commencé effectivement c'est une histoire d'hommes finalement. C'est 2 personnes qui se rencontrent au pôle Énergie Vie ici même, donc la Haute École d'ingénierie et d'architecture de Fribourg, et puis CMDL Manaslu qui était présent et qui commence à parler effectivement de la question de la performance et qui s'aperçoit finalement qu'ils ont les mêmes points de vue, ce qui est quelquefois assez rare, parce qu'on a fait un projet précédent avec, par exemple, l'Italie. On a eu du mal un petit peu sur la question de la culture partagée, alors que là, avec finalement l'équipe suisse, tout de suite, ça a matché et on s'est bien entendu. Alors, le partage de la vision commune, c'est quoi ? C'est effectivement qu'on a, au niveau des acteurs qui travaillent sur le bâtiment, un décalage de compétences. Que finalement l'histoire du projet elle s'écrit pas vraiment et c'est une transmission orale et on a beaucoup de pertes sur le processus entre la faisabilité, la programmation, la conception, la réalisation, l'exploitation, etc. On a beaucoup de pertes en ligne et puis un des premiers constats qui nous a frappé dans les premiers projets européens qu'on a commencé dans les années 2010-2011, c'est qu'en fait on a un différentiel de performance entre ce qui est planifié et ce qui est vraiment livré lorsqu'on a des constructions soit en neuf, soit en réhabilitation. Et ça, c'est vraiment le starter de notre... C'est l'étincelle qui a fait qu'on a fait des projets européens, puisque Assist-BAT, c'est notre 3e projet, en fait, sur cette question-là. Alors, les autorités, effectivement, du côté de la Suisse, donc Haute École d'ingénierie et d'architecture de Fribourg, avec leur Smart Living Lab, avaient déjà aussi réfléchi dans les mêmes années que le projet Alpes Efficacité énergétique, c'est-à-dire autour de 2017-2018, sur l'approche globale de la rénovation des bâtiments. Et puis, effectivement, ils avaient commencé à repérer des décalages de compétences. Ça, c'est le projet ProRen. Et PEREN, effectivement, ils étaient allés jusqu'à faire un jeu de plateau entre les acteurs pour justement déclencher un peu d'émotion et voir comment ça se faisait qu'effectivement on ait ce décalage entre un objet qu'on aimerait parfait et puis ce qui se passe après finalement à la livraison et puis après les surprises aussi de l'exploitation. Donc cette approche un peu de la modélisation des processus, mais aussi un jeu qui avait été d'ailleurs travaillé et expérimenté donc en Suisse. Nous, au niveau du CAUE, c'est une histoire aussi humaine, puisque finalement, nous, le Conseil d'architecture d'urbanisme et d'environnement a choisi en 2005 de réfléchir sur un bâtiment basse consommation. On a fait un bâtiment basé sur la RT 2005 et donc on a choisi de suivre le label BBC. On est rentré dans un programme de recherche qui s'appelle le Pré-BAT. Et ce Pré-BAT nous a permis, puisqu'on avait quelques financements de l'ADEME, de faire un monitoring et une analyse de performance. Et finalement, ça a été aussi un autre déclencheur, puisqu'on s'est dit, nous, en tant qu'accompagnateurs des maîtres d'ouvrage, puisqu'on accompagne les projets d'équipement public sur les collectivités, on s'est dit, on aimerait bien quand même avoir un peu plus de transparence et qu'on soit vecteur un peu d'information de ce qui se passe en réel sur ces bâtiments qui sont créés. Et ça a été un premier starter quand on a eu les résultats, puisqu'on a eu un décalage de performance, forcément, et qu'on a mis quand même 2 ans pour régler notre bâtiment, mais qu'on y est arrivé au bout de 2 ans.
On a donc enchaîné un premier projet en 2010-2011 et on a fait des audits sur des bâtiments publics. On est allé voir des mairies, on est allé voir des écoles. On a travaillé aussi avec le SDIS, donc des casernes de pompiers qui venaient d'être livrées. Et on a fait des audits énergétiques où on s'est penché un petit peu sur le décalage entre le résultat et la performance. Le troisième projet, Alpes Efficacité énergétique, est intervenu en 2017, entre 2017 et 2020. Là, on a travaillé avec la région Piémont, donc les Italiens. Et on a eu l'idée de se dire qu'il fallait qu'on fasse une base de données d'une 50aine de logements sur les Savoies. Donc, il y a eu des enquêtes. D'ailleurs, il y a Yacine Benzerazi qui était dans la salle, qui vient de partir, qui a travaillé pour le compte de l'AQC, qui a mené ces enquêtes auprès des maîtres d'ouvrage. Et on a fait toute une base de données où on a pu analyser ce qui marchait pas. Les maîtres d'ouvrage, est-ce qu'ils étaient contents? Est-ce qu'il y avait du contentieux un peu sur les bâtiments? Et on a cette fameuse base de données avec des analyses de résultats. On a eu donc des analyses de processus de décision qui amenaient ces pathologies. Pourquoi finalement on avait toutes ces pathologies? Et surtout, la finalité, c'est de se dire on garde rien pour nous, on retranscrit tout ça sur des formations expérimentales qu'on a mis au point avec un sociologue et un assistant à maîtrise d'usage pour se dire il faut qu'on amène vers le changement. Il faut qu'on crée des émotions pour que ça travaille différemment. Et on a mis au point des formations descendantes sur 2 jours où on a très peu d'apport de connaissances. On va dire on en a 10%. On a beaucoup d'échanges, forcément. Mais finalement, c'est des prises de conscience et on met autour de la table à la fois des ingénieurs, des architectes, des personnes qui travaillent dans les services bâtiments des collectivités au niveau du patrimoine, des élus, des bailleurs sociaux, des économistes. Et tout ce petit monde-là travaille et des fois, c'est très intéressant parce qu'on voit qu'il y a des choses qui changent et il y a des choses qui se déclenchent. Voilà. Donc, des formations innovantes qu'on continue d'ailleurs actuellement puisque on s'est servi de notre bâtiment comme un bâtiment témoin. Et en 2023, on va aller par exemple à l'Institut national de l'énergie solaire qui accepte qu'on fasse un bilan sur son bâtiment et qu'on s'en serve un peu comme un bâtiment support de nos formations et de nos travaux. Voilà, donc le partenariat actuel de AssistBat, il est important puisqu'on a donc la HEIA, la Haute École d'Ingénierie et d'Architecture de Fribourg, on a quand même l'École Polytechnique Fédérale de Lausanne qui est sur ce projet, on a une agence d'architecture qui est assez bien aussi identifiée, l'agence Lutz, on a la Banque Raiffeisen qui est plutôt un apporteur financier, le Building Innovation Cluster, le BIC qui est l'équivalent chez nous, David. Le cluster éco-bâtiment. Voilà, cluster éco-bâtiment de la région Auvergne-Rhône-Alpes, le CAUE bien sûr, le CMDL Manastu, notre référent technique, et puis le conseil départemental de Haute-Savoie. Voilà. Alors je vais aborder maintenant la démarche mise en place. Donc les premiers travaux ont consisté à mutualiser les résultats, principalement en fait les analyses de pathologie et les analyses de processus d'un projet bâtiment. Ce ne sont pas des choses qu'on voit généralement, des processus. Donc, les processus de l'AICA ont été exploités du côté suisse avec identification des risques à chaque étape, que ce soit des risques économiques, techniques, bien entendu. Et on a fait la même chose du côté français sur la base des travaux d'A2E, en sachant que les Suisses étaient vraiment en avance sur nous, puisqu'ils avaient déjà des fiches de recommandations par thématique, avec les mesures préventives par phase et quel acteur devait intervenir. Donc, beaucoup plus de formalisation que nous. Nous, on était plutôt sur des formations tellement, on va dire, innovantes qu'on n'avait pas cette formalisation et cette capitalisation. Le point qui est important, c'est qu'on a fait le constat, AssistBat, c'est digitaliser le partage de connaissances. On n'est pas suffisamment outillés et surtout suffisamment nombreux pour pouvoir dispenser des formations en groupe de 20 personnes sur 2 jours et adresser toute la population, toute la filière du bâtiment. Donc on s'est posé la question de savoir comment on pouvait déployer et mutualiser toutes ces expériences. Et on a opté donc pour une solution logicielle qui s'appelle Jalios, qui est peut-être sur vos intranets, vous ne le savez pas, mais ils ont une grande partie des collectivités et pas mal d'entreprises pour faire de l'intranet et surtout de la mutualisation d'informations au sein des entreprises et des organisations. Cet outil, il est très intéressant. Pourquoi ? Parce qu'en fait, il intègre directement le e-learning dans les modules. C'est-à-dire qu'on peut directement, très facilement, faire des parcours de connaissances, intégrer des vidéos, faire des quiz et pouvoir ainsi faire monter en compétences. Bien sûr, ça ne vaut pas un bon atelier, mais
ça nous permet quand même de former les gens à distance. Et puis, on est capable de définir les rôles. Vous avez les rôles de maîtrise d'ouvrage, maîtrise d'œuvre, entreprise, architecte, exploitant. Et tous ces gens-là, toutes ces professions peuvent être, on va dire, on va leur attribuer les projets et on va leur donner les rôles. Ils auront accès aux connaissances et aux fonctions qui les intéressent. Donc tout de suite, on est organisé pour travailler en mode projet d'une manière très très rapide. Ensuite, le gros travail, c'était de faire les spécifications fonctionnelles. Pourquoi ? Parce qu'en fait, on s'est retrouvé confronté avec des développeurs logiciels qui, eux, font de l'intranet pour des entreprises. Et puis après, il y a des experts en bâtiment, des architectes, des formateurs. Et il va falloir leur expliquer, partager notre vision d'un projet bâtiment, parce qu'eux, ils connaissent peut-être leur appartement, peut-être leur maison individuelle, mais ils n'ont jamais fait de projet bâtiment. Donc il faut initier les informaticiens et leur expliquer quel est notre besoin. C'était 1 an de travail. Et ensuite, on a travaillé sur les fonctionnalités, en sachant qu'on a identifié 5 grandes thématiques. C'est d'abord la dimension économique pour un maître d'ouvrage, très très important, pouvoir respecter son budget. Mais l'économie, c'est pas que le coût de construction, je le rappelle, c'est aussi les coûts d'exploitation. C'est-à-dire, on met une VMC double flux dans un bâtiment, l'objectif c'est que cette plateforme, elle dise au maître d'ouvrage, n'oubliez pas, vous avez 500, 1000, 3000 euros d'entretien de la CTA, etc., etc. Donc on va toujours être dans un souci de conscientisation de la maîtrise d'ouvrage pour les sensibiliser sur le fait que chaque décision a un impact sur tout le cycle de vie d'un projet bâtiment. Et pas simplement, c'est du one-shot, on fait une amélioration. La qualité architecturale, qui a quand même un sens important, en particulier sur nos territoires, puisqu'on travaille en Suisse et en Haute-Savoie, et ce serait pareil en Alsace. La qualité d'usage, avec un impact important de la qualité de programmation. Un bâtiment mal programmé, en fait, c'est un échec assuré, au moins pour les usagers à la fin. Et puis, le volet énergie environnementale, avec un point crucial qui est la pérennisation des objectifs, la pérennisation également des bonnes pratiques et l'historisation des décisions. Pourquoi on a pris telle décision à tel moment. Donc ça, c'est une des fonctions principales de cette plateforme, avec un suivi des indicateurs sur le cycle de vie, de l'idée du projet jusqu'à la réhabilitation dans 20 ans. C'est la vision que l'on a, c'est-à-dire garder cette trace et l'histoire d'un projet. Choses qui disparaissent avec un DOE qui est sur une clé USB, qui fait 50 gigas, avec des catalogues des catalogues de fiches techniques, où on voit une page scannée avec un peu de surligneur, et puis on retrouve la référence de la CTA. Donc on va essayer d'aller plus loin et d'améliorer un peu la qualité également des archives. Tout ça pour se retrouver avec une interface que vous voyez ici. Donc c'est un petit peu du chinois, mais le point qui est très très important, c'est qu'on veut apporter les bonnes informations au bon acteur au bon moment. Donc sur cette planche, ce qui est très très important, ce sont les phases. C'est-à-dire qu'en fait, vous avez toutes les phases du cycle de vie d'un bâtiment, et on va apporter les informations et également vérifier la conformité des indicateurs à la bonne phase, au bon acteur, au bon moment. Voilà, c'est un tableau de bord d'un projet bâtiment sur des années et des années avec les notions de critères de qualité et d'indicateurs de performance. Il y a un point très très important, c'est qu'en amont, le maître d'ouvrage il doit définir ses objectifs qui sont ici, là, sur lesquels on va vérifier la conformité. Et surtout, pour spécifier ses objectifs, il va être obligé de se former, de s'auto-former par e-learning sur quelle est la nature d'un objectif, qu'est-ce que c'est qu'une ACV, qu'est-ce que c'est qu'une performance énergétique, etc., etc. Donc on reste toujours dans l'humain qui doit comprendre ce qui spécifie comme objectif et jamais avoir quelque chose, avoir un chiffre bêtement qui va être donné, je veux 50, je veux 30, sans savoir ce qu'il y a derrière. Donc tous les indicateurs sont disséqués et sont explicités à la maîtrise d'ouvrage. Donc cette plateforme-là, elle va être testée, puisque ce n'est pas simplement un outil. On va la tester sur le Smart Living Lab qui ont projet à Fribourg, avec nos partenaires. Donc là, ils sont en phase de conception, phase exé, donc étude exé. Et on va travailler également sur des projets à Passy, en Haute-Savoie, où on a des groupes scolaires réhabilités, et on va aider la maîtrise d'ouvrage, mettre la maîtrise d'ouvrage avec la plateforme en situation de décision, et on va le faire observer par un sociologue. Et ce sera la même chose également du côté de Collonges-sous-Salève avec une rénovation d'un groupe scolaire. Et le sociologue va observer les maîtres d'ouvrage, va les questionner, et ensuite on va capitaliser sur l'acceptabilité et les modifications apportées à cet outil. Et ensuite on va travailler avec les Suisses, peut-être pas dans ce projet-là, mais dans des projets futurs, dans d'autres cadres, pour pouvoir en faire un produit à usage et maîtrise d'ouvrage.
En parallèle, on va tester également en Suisse sur un bâtiment tertiaire, donc une plateforme de mesure automatisée des conditions de confort. Donc, comme l'a dit un maître d'ouvrage qui est passé sur le stand tout à l'heure, donc il est en démonstration au stand 6. Là, on va traiter un des tabous du projet bâtiment, c'est la conformité d'un bien à sa livraison. Tabou pour la maîtrise d'ouvrage, pourquoi? Parce que dire qu'on achète un bâtiment qui est non conforme, ça pose problème. Et puis, c'est un tabou également pour les entreprises, puisque en théorie, tout va bien, mais c'est pendant les premières années d'exploitation qu'on se rend compte qu'il peut y avoir des dérapages. Donc là, en fait, c'est un outil de certification, de conformité, qui est en phase de développement. Donc on va faire des tests in situ, ça c'est pour janvier. On va mettre donc en situation les maîtres d'ouvrage avec la plateforme dans les mains. Et puis, on va observer cette phase d'expérimentation et capitaliser sur la réception et l'acceptation, en sachant qu'il y a un point très très important. Si on veut de la performance, je parle performance globale, hein, pas que l'énergie, l'environnement, performance économique, efficience, c'est que les acteurs doivent avoir une vision d'ensemble d'un projet et pas simplement une petite phase. Donc le fonctionnement en silo des projets, c'est catastrophique. Malheureusement, l'ingénieur est déjà formé en silo à l'école d'ingénieurs, etc., etc. Donc on a un manque de transversalité dans les projets qui est crucial. Cette plateforme, elle est là également pour mutualiser les connaissances. Et puis, on doit faciliter le dialogue et ne pas simplement avoir la guerre dans les projets avec des souffrances. Donc, c'est aussi, on mise sur le digital, mais la souffrance, on l'observe de nombreuses reprises sur les projets au quotidien. Donc, c'est quelque chose qu'on veut éviter en prévenant et au lieu de guérir. Et puis, pouvoir avoir cette disponibilité de la donnée au bon moment, c'est quelque chose qui est crucial pour nous. Voilà. Donc, c'est du partage, c'est du dialogue, même si c'est du digital, malgré les 2 années pénibles qu'on a vécues. On n'oublie pas la dimension humaine sur le fait que les hommes doivent travailler ensemble. Et puis, on essaiera de vous apporter des résultats dans 2 ans. Merci de votre attention. Alors, nous avons encore quelques minutes pour des questions. S'il y a dans la salle, est-ce que vous avez des questions? Des questions sur l'usage, sur la nouvelle méthodologie, la transversalité, la pluridisciplinarité? Bonjour, merci pour cette présentation. Je me demande le lien, parce qu'on sort d'une conférence juste à côté où un maître d'ouvrage nous expliquait tout le processus qu'il avait mis en place sur le BIM. Pour justement créer une interaction un peu forte. Et il a décrit un processus BIM très avancé. D'ailleurs, c'est quelque chose qu'on voit pas souvent. Vous êtes appuyé sur la modélisation, du travail en amont avec les différents acteurs, parce que par exemple, l'exemple qu'il donnait, c'est que le DCE était déjà quasiment un plan d'exé. Que là, c'est de la construction neuve, mais en rénovation, ça doit pouvoir aller aussi loin. Je m'interrogeais justement sur les différents outils que vous avez pu utiliser. Alors en fait, BIM, c'est Building Information Modeling. Et donc ça peut être un tableau Excel, comme un tableau sur mon cahier que je dessine avec mes données. Donc pour nous, on est déjà dans le BIM, mais on n'est pas dans la maquette 3D. Donc c'est un point qui est important, hein, on va faire la différence. Donc, au sein du projet, on a un expert BIM qui a déjà formalisé tout ça depuis des années. C'est Radouane, donc il travaille à Genève, il est excellentissime. Et il dit, voilà, nous on a déjà tous les formats, tout est prêt, mais on sait que pour un maître d'ouvrage, on n'a pas besoin d'avoir une visionneuse 3D et d'avoir du BIM pour faire un bon projet. Sur le maître d'ouvrage, le maire du village, lui, le BIM, ça le dépasse. Déjà, un calcul RT, une consommation, l'énergie, 1 kWh, c'est déjà compliqué. Alors imaginez une maquette 3D. Donc là, on est dans un outil qui est accessible, qui n'est pas une visionneuse BIM. On se refuse à faire ça. De toute manière, on ne sait pas faire avec l'outil Jalios. Mais on veut rester à l'échelle humaine et on veut rester accessible. Le BIM, c'est un autre outil. C'est un outil qui est super bien pour les ingénieurs et les architectes, mais c'est un outil d'experts. Et nous, on va plutôt rester dans une vision macro de pilotage. Voilà. D'accord. Donc c'est un choix assumé de ne pas rentrer... parce que le BIM, ça peut vouloir aussi dire... Le M du BIM peut vouloir dire management. Et c'est aussi le management du bâtiment dans sa vie d'usage, en fait. C'est tout aussi répandu. Mais je comprends le souhait de simplicité et peut-être même de frugalité numérique. Oui, mais on utilise comme l'outil digital, donc on ne sera jamais frugal. On ne sera pas zéro. Hein. Ça peut être un bon slogan, mais ce n'est pas du zéro. Du BIM zéro. Est-ce qu'il y a d'autres questions?
Question sur nouveaux modes de vie, la nouvelle façon d'appréhender la formation, l'adaptabilité à nouveaux modes de travail également. Non, tout est clair ? Bon, en tout cas, merci beaucoup. Je rappelle simplement qu'ils ont un stand, que vous pouvez venir à leur rencontre, découvrir aussi le robot, donc qui est très intéressant avec des résultats super performants. Merci beaucoup. Voilà, merci. Et je vais accueillir maintenant Fanny Stahl. Il fait chaud, oui, c'est vrai qu'en plus, on n'a pas pris le temps réellement de... On s'en occupe. C'est très compatible. Voilà. Très bien. Alors, Fanny. Bonjour Fanny. Fanny est en charge des formations et de la communication à l'IFRB Grand Est, une section de formation spécifique de la FFB. Et je lui laisse tout de suite la parole. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Est-ce que vous m'entendez déjà ? C'est bon ? Ok, nickel. Donc, merci à tous ceux qui sont là aujourd'hui dans la salle. Donc effectivement, je m'appelle Fanny Stahl, je travaille dans un organisme de formation qui s'appelle l'IFRB Grand Est. Je vais revenir très rapidement dessus juste après. Et aujourd'hui, le but du jeu, c'est de vous parler rapidement de ce que nous, on a vécu avec le passage de la formation à distance à destination des entreprises du bâtiment. Voilà. Et est-ce que finalement, les entreprises du bâtiment, est-ce qu'elles sont prêtes à passer à la formation à distance ? Je vais avant tout revenir sur un ou deux éléments de contexte, pour qu'on sache exactement, que vous sachiez qui je suis et d'où je parle exactement. Je vais revenir sur ma définition de formation à distance pour qu'on soit d'accord qu'on parle tous de la même chose. Ensuite, je vais vous expliquer qu'est-ce qu'on a mis et comment est-ce qu'on a mis en œuvre les choses, ce qu'on a pu en observer et quelles sont les conclusions qu'on en a tirées. Donc j'espère que ça va être clair et compréhensible parce que 20 minutes, c'est très rapide. Mais s'il y a quoi que ce soit, vous n'hésitez pas à la fin, vous me posez des questions. Alors déjà, pour commencer, l'IFRB Grand Est, qu'est-ce que c'est ? Donc, il faut remonter juste au-dessus de nous. Nous, on dépend en fait de la Fédération française du bâtiment Grand Est. Donc la FFB, c'est un syndicat patronal. Pour faire court, son objectif, c'est de représenter toutes les entreprises du bâtiment qui vont adhérer à la Fédé. Et c'est aussi d'offrir un service aux adhérents, aux entreprises adhérentes de cette fédération. Donc quand on dit un service, c'est-à-dire de pouvoir répondre à toutes les problématiques et tous les besoins économiques, juridiques, environnementaux et notamment de formation. La FFB Grand Est, elle regroupe les 10 fédérations départementales, une fédération par département de la région Grand Est. Voilà. Et donc pour pouvoir répondre à cette problématique de la formation, la Fédé a un organisme de formation qui s'appelle l'IFRB Grand Est, et donc ça, c'est nous. Et notre objectif, en fait, c'est de répondre justement à ces besoins de compétences pour les entreprises. Du coup, ça nous amène en fait à travailler avec 2 types de publics différents. Notre public principal, donc c'est tout ce qui est les formations aux salariés principalement et dirigeants d'entreprise pour le maintien et le renouvellement des compétences. Donc, pour faire tout simple, demain, vous travaillez dans une entreprise du bâtiment, vous êtes le ou la compagne du dirigeant de l'entreprise, c'est vous qui gérez l'administratif, et puis ça y est, on vous demande demain de facturer de faire de la facturation électronique en ligne. Il faut que vous appreniez à facturer, il faut que vous appreniez à utiliser Chorus Pro. On offre ce type de formation-là. Vous évoluez dans votre poste, vous allez devoir gérer des gens, formation, management des collaborateurs. C'est des formations qui durent en général de 1 à 10 jours. C'est ce qu'on appelle des formations courtes. Et c'est vraiment pour tout ce qui est j'ai une compétence, il faut soit que je m'améliore, soit que j'apprenne une nouvelle compétence. On a aussi tout un deuxième volet de formation qui est à destination des nouveaux entrants. Là, c'est vraiment la compétence de base et aider les personnes à s'intégrer au sein de l'entreprise. Donc ça, c'est des formations qui sont plutôt dédiées aux demandeurs d'emploi. Aujourd'hui, mon retour d'expérience ne concerne que le premier type de public, c'est-à-dire les salariés de l'entreprise du bâtiment. On ne va pas parler des demandeurs d'emploi. Quel type de formation on propose ? Pour que vous ayez un petit peu une idée de exactement ce qu'on fait, on va avant tout former les gens en sécurité, donc tout ce qui est formation sécuritaire obligatoire, qui en général mène à des habilitations, type habilitation électrique, CACES, sauveteur secouriste du travail, des choses comme ça. On a tout un volet qu'on appelle, nous, construction et rénovation durable, qui sont les formations. On va mettre dedans toutes les formations sur
La formation d'aujourd'hui et de demain, par exemple, typiquement, nos formations de sensibilisation à la RE 2020 et toutes les formations du programme de financement FIBAT, qui sont des formations qui vous permettent après d'avoir, en tant qu'entreprise, le petit logo RGE, que vous connaissez. Ensuite, on va rentrer dans tout ce qui est le développement commercial de l'entreprise, le marketing, la performance commerciale de l'entreprise, la gestion au sein de l'entreprise avec toutes les formations juridiques, gestion ressources humaines, tout ce qui touche au numérique, donc aussi bien le logiciel, AutoCAD, Revit, que les réseaux sociaux, l'outil numérique. Et enfin, des formations techniques métiers, où là c'est vraiment du geste métier, isolation des combles perdus, peinture projetée, des choses comme ça. Donc ça, c'est le panel de formations qu'on va proposer. On est Grand Est, donc on intervient sur les 10 départements du Grand Est. Je vous donne cette notion géographique, parce que nous, à l'origine, nos formations, on les fait en présentiel. Donc il faut se rendre compte que ça, c'est notre territoire. Quand on fait une formation, dans 99% du temps, elle se passe au sein des locaux de la Fédé, dans le territoire, donc dans un seul lieu. Parfois, elle peut aussi se passer dans les centres de formation partenaires avec qui on travaille, mais généralement, on fait venir les gens à un seul endroit. Notre programmation d'un département à l'autre, elle est différente, parce que c'est chaque fédération qui va estimer quels sont ses besoins en fonction de ses entreprises. Donc j'ai 10 catalogues de formations différents en fonction de mon territoire. Et c'est ce que je vous disais. Donc nous, avant 2020, toutes nos formations étaient en présentiel. Je dis ça parce que parfois, ça peut causer des petits soucis. Quand mon monsieur de Mulhouse, je lui dis vous, la formation qui vous intéresse, elle est que à Strasbourg. Ah ouais, mais bon, Strasbourg et tout. Donc parfois, on rencontre effectivement des soucis de mobilité sur le territoire, surtout un territoire aussi vaste. Du coup, qu'est-ce qui s'est passé ? En 2020, confinement, obligé d'arrêter tout ce qui était les formations. Les centres de formation n'avaient plus le droit, on ne pouvait plus organiser de formation en présentiel, c'est fini. Comme les écoles, on a dû tout arrêter, tout laisser tomber. Sauf que on reste quand même un centre de formation, on est censé offrir un service à des adhérents. Donc on se pose forcément la question de comment est-ce qu'on va pouvoir maintenir une offre de service pendant ces temps un peu compliqués. C'est comme ça qu'on en est venu, évidemment, logiquement, à penser à la formation à distance. Quand je parle de formation à distance, alors formation à distance, c'est à partir du moment où j'ai un formateur dans un endroit, un apprenant dans un autre, c'est de la formation à distance. Peu importe les moyens qui sont utilisés pour pouvoir créer les situations d'apprentissage. Si maintenant, on vous envoie les cours par la poste, vous faites vos exercices, vous les renvoyez, c'est de la formation à distance. Vous décidez vous-même tout seul de faire un MOOC sur Internet, c'est de la formation à distance. Moi, aujourd'hui, je vais parler de 2 modalités, la classe virtuelle et la plateforme d'apprentissage. La classe virtuelle, c'est ce que vous connaissez. C'est comme quand on fait une réunion en visio, c'est-à-dire que mon formateur, il se connecte à 10h, mes stagiaires sont chacun dans leur bureau, peu importe où ils sont, ils se connectent à 10h. On fait la formation en temps réel, en même temps, en face à face, sauf en visio, et ça se termine. La plateforme d'apprentissage, c'est on a des contenus sur une plateforme et je me connecte quand je veux pour pouvoir réaliser mes apprentissages et faire ma formation. Donc nous, aujourd'hui, c'est les 2 modalités de formation à distance qu'on utilise. Dans l'idée, c'est intéressant, la formation à distance, on peut se dire, ça a plein de points positifs. Donc, vous vous rappelez la grande carte de la région Grand Est, on met 4 heures d'aller d'un bout à l'autre. Donc finalement, on se dit, chouette, avec la formation à distance, on abolit cette notion d'espace. On abolit aussi la notion de temps, parce qu'on peut faire de la formation asynchrone, c'est-à-dire vous vous connectez quand vous voulez pour faire vos exercices, le formateur il se connecte quand il veut pour les corriger, et on se dit on se rencontre une fois par semaine en classe virtuelle à un temps donné. C'est censé effectivement apporter beaucoup plus de souplesse et de flexibilité, de rendre de l'autonomie à l'apprenant, parce que c'est lui qui gère ses apprentissages, mais parfois il faut aussi que la personne puisse être autonome. Voilà un petit peu pour le contexte, l'enjeu de la formation à distance. On se dit, a priori, ça devrait fonctionner, c'est bénéfique et tout. Donc nous, quand on a voulu passer à la mise en œuvre, qu'est-ce qui s'est passé ? On ne s'est pas tout de suite dit, super, c'est la meilleure idée du monde. On s'est d'abord beaucoup interrogé, est-ce que ça valait le coup ou pas de partir sur de l'offre de formation à distance ? Parce qu'on s'interrogeait par rapport à notre public, tout simplement. On a quand même en face de nous des entreprises du bâtiment. Nous, notre public, nous, vraiment à l'IFRB, ça va être l'entreprise du bâtiment, de petite à grande, mais principalement effectivement tout ce qui est les fonctions d'exécution, donc les ouvriers, le personnel administratif et tout.
des gens qui, déjà, la plupart de l'année, c'est pas forcément ceux qui sont le plus derrière leur ordinateur, c'est pas forcément ceux qui sont le plus les premiers à courir derrière la formation. C'est pas forcément ceux qui sont le mieux équipés aussi, parce que quand vous envoyez 10 mecs en formation en présentiel, c'est vous, c'est le centre de formation qui va fournir le matériel. Mais quand tout d'un coup, il faut tous les mettre derrière un ordinateur, est-ce que les 10 ont un ordinateur? Donc on s'est posé beaucoup de questions par rapport déjà à la mentalité et aux habitudes des adhérents. Est-ce qu'ils seraient prêts ou pas à ce qu'on leur dise maintenant vous allez faire les formations à distance, alors que c'est des hommes de terrain, des gens qui aiment rencontrer du monde, des gens qui aiment parler, des gens... voilà, on n'est plus sur ce type de profil-là. Est-ce que les gens allaient avoir les bonnes ressources pour pouvoir suivre la formation à distance? Mais comme on s'est tous posé la question au début du confinement, est-ce que je vais avoir Internet et une webcam pour pouvoir suivre mes réunions à distance? Donc on avait le même problème finalement. Et ça, une petite question subsidiaire, c'est que la formation, ça a un coût. En général, quand on est salarié d'entreprise, on peut se faire rembourser de la formation. Mais là, ça ne rentrait plus dans les cases. Tout ce que tous les opérateurs payeurs qui remboursent les formations, c'était nouveau cette modalité, ils n'avaient rien prévu. Donc il y a eu aussi un gros moment de flottement où il fallait qu'on puisse dire est-ce qu'on va pouvoir ou pas? Est-ce que ces gens vont pouvoir se former mais être aussi remboursés de leur formation? Voilà. Et donc une fois qu'on a dit ok, on a des doutes, mais on ne peut pas ne pas le faire, il faut tester. Certains de nos formateurs aussi étaient prêts à tester, parce que c'est bien que les gens d'un côté soient OK de le faire, mais il faut que vous ayez aussi le bon formateur qui soit OK de mettre tous ces contenus à distance. Et on a démarré avec des classes virtuelles. Donc, principalement, aujourd'hui, on fait en fait quasiment que des classes virtuelles. Du coup, en mai et en juin, donc vraiment les 2 premiers mois du confinement, mai-juin 2020, on s'est dit, il faut assurer, on a planifié 40 sessions, on a maintenu 12. On va se dire, déjà, on commençait tout juste, on commençait, on testait, et puis les gens, ils avaient un petit peu autre chose à penser, c'était compliqué pour tout le monde. Mais on a quand même formé 62 stagiaires. Et après, en fait, à partir de juillet, et de juillet à décembre, on a appris de nos erreurs, on a revu notre planification, on a planifié 26 sessions, et on en a seulement annulé 5. Donc on a quand même vu que les gens avaient commencé à prendre l'habitude, que ça pouvait leur correspondre, et on a formé un peu moins d'une centaine de stagiaires. Donc sur 2020, c'était pas trop mal. On s'est dit finalement, la transition elle est en train de se faire. Juste pour que vous ayez une idée, les formations qu'on a dispensées sur 2020, c'était ce que je vous disais, donc la facturation électronique, tout ce qui est rédaction du mémoire technique, donc pour les réponses aux appels d'offres, et effectivement la réponse dématérialisée. Donc des formations très administratives dans le cadre du développement de l'entreprise. Et la fameuse devenir référent RGE. Toute petite parenthèse, la formation RGE, c'est une formation aujourd'hui que les entreprises suivent, parce qu'être RGE permet de leur offrir des parts de marché et des clients, puisqu'il y a les aides et tout. Voilà. Du coup, si on regarde, entre 2020, 2021 et 2022, je vous ai sorti nos petits chiffres et je vous propose 2 courbes. La courbe en vert, ça va être nos formations à distance, et la courbe en bleu, ça va être le département chez nous qui fait le plus de sessions de formation par an. Notre plus gros département qui conclut le plus de formations de sessions, parce que je vous disais, on est 10 départements, donc chacun fait un volume de sessions différent. Donc notre plus gros département, c'est le département 54. En 2020, on voit qu'il arrive à maintenir 41 sessions de formation. Et nous, avec notre formation à distance, on arrive derrière avec nos 33 sessions. Le 54 continue en 2021 avec 47 sessions. Nous, ça prend un peu d'ampleur. On arrive à organiser 45 sessions à distance. Et cette année, en 2022, sachant que l'année n'est pas terminée, on a déjà dépassé notre plus gros département, parce qu'on est déjà à 50 formations planifiées et exécutées. Et donc là, on voit en plus le 54, petite année pour le 54, mais si je dois vous donner un autre chiffre pour comparer, cette année, chez nous, pour le moment, c'est le département du Haut-Rhin, le 68, qui a fait le plus gros nombre de sessions, et ils sont toujours qu'à 47. Donc on voit quand même que, mine de rien, finalement, là où on avait un doute en 2020, on se rend compte que ça fonctionne. On le propose, les gens nous le demandent, et on arrive à renouveler, et tous les ans, on fait de plus en plus d'offres à distance. Avec cette année, en 2022, la formation à distance, c'est ce qu'on aura le plus fait en fait sur l'année. Ce qui est intéressant de voir, du coup, c'est de se demander sur quel type de formation on vend de la formation à distance.
Donc déjà, très clairement, ça ne va pas être sur la formation sécurité. C'est ce que je vous disais, hein, c'est toutes les formations qui sont normées, normalisées et qui permettent de délivrer une habilitation. Donc ça, effectivement, c'est compliqué. Il y a des choses qui commencent pas à se mettre en place, mais nous, du coup, on n'est pas là-dessus. En technique, alors, je l'ai mis pour être totalement transparente. Vous voyez, une petite formation technique en 2020. C'est même pas une formation geste métier, c'était juste une formation de 7 heures sur les DTU béton. Donc, c'est pas du geste métier parce qu'effectivement, je vais avoir du mal à vous apprendre à isoler vos combles à distance. Donc là, sur la technique métier, on n'a pas encore trouvé le moyen de faire de la formation à distance. Et du coup, ça va être tout ce qui va être juridique, gestion de l'entreprise, gestion développement commercial. C'est ça forcément qui va entraîner le plus de notre part d'offres de formation à distance et donc du coup de demandes aussi de formation à distance. C'est des formations où en fait on va vous donner des définitions, on va vous faire des exercices, on va vous expliquer des choses et plus qu'autre chose en fait. Et on retrouve toujours les mêmes thématiques de formation, la facturation, la rédaction du mémoire technique et toutes ces choses-là. Sachant que on a différents types de formats. Notre plus long format, c'est un formateur qui nous fait une classe virtuelle de 7 heures. Vous pouvez me croire que ce n'est pas notre formation la plus demandée. C'est très compliqué. Lui, c'est celui qui a réussi le moins à s'adapter au système distanciel. Il est complètement resté sur je fais mon show devant des gens, sauf qu'au lieu d'être devant des gens, je le fais via la caméra, et donc ça ne fonctionne pas. En fait. Personne ne veut rester 7 heures pour entendre parler de la facturation électronique. Ensuite, on a 7 heures en visio. Ensuite, on propose des modèles de formation où on va être sur des modules. Où on va couper la formation en modules de 2 ou 3 fois 3h30 avec du travail à faire en autonomie entre les différents modules. Et on a une formation qui va comprendre effectivement 4 heures sur plateforme d'apprentissage. Et vous l'aurez compris, nous aujourd'hui, on n'a pas encore développé tout ce qui était les formations à distance avec beaucoup de travail sur plateforme. On a des collègues à Paris qui, eux, ont beaucoup plus développé cette offre-là et qui ont tout autant de mal, en fait, finalement, à faire venir les gens sur ce type de formation-là. Du coup, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a pu remarquer de pourquoi est-ce que ça fonctionne ? Les clients qui nous demandent des formations distancielles, leur premier argument, c'est plus de déplacement et plus de frais. Pas de frais de repas, pas de frais de déplacement. Donc, eux, ils y voient un gain de temps et un gain d'argent. Souvent, comme le distanciel, c'est quand même un peu plus souple à programmer, on a des dates qui sont parfois plus tôt que des dates organisées en présentiel. Donc ça arrange les gens quand ils sont un peu pressés. Ils peuvent assister à la formation plus rapidement. Ils ne sont pas obligés d'attendre parfois 1 mois ou plus pour pouvoir assister à la formation qui les intéresse. Et puis il y a le fait que je gagne du temps, effectivement, parce que je ne vais pas traverser tout le département pour me former. Et l'impression générale aussi de gagner du temps. L'absence de charge mentale, de devoir se planifier la logistique et tout ça et toute sa formation. Puis, on va pas se mentir, mais quand on est 3h30 en visio, on se laisse un peu distraire par... on sait qu'on reste plus facilement accessible, on est sur son lieu de travail, donc on se sent un peu plus facilement accessible, on se sent moins coincé finalement que dans le cadre d'une formation en présentiel. Donc ça joue. C'est plus un effet psychologique qu'un effet réel, mais ça joue. Et du coup... Le retour de nos clients aussi, si je reprends ces 3 formations dont j'arrête pas de vous parler, la rédaction du marché public, etc., c'est une formation qui marche très très bien. Les gens sont très satisfaits parce que j'ai une formatrice qui a complètement revu sa façon de dispenser son cours, qui va faire des apports de définition, mais qui va surtout donner des outils, des modèles, qui va prendre plutôt des questions et faire des cas pratiques en fonction des problématiques des gens. Ma formation FIBAT. Donc, la formation FIBAT, à l'origine, c'est une formation qui dure 3 jours, qui est sanctionnée par un QCM, qui a énormément d'informations qui est délivrées pendant cette formation, et aussi énormément d'informations techniques. Donc là, les gens, comme ils veulent tous avoir leur RGE, ils sont très, très, très friands. Ils nous demandent cette formation à distance. Puis, il y en a quand même quelques-uns qui se disent « Ouais, bon, quand même, c'était pas très digeste, le FIBAT, ces 21 heures-là à distance, même si ça dépend effectivement du formateur. »
Et enfin, il y a aussi toujours ce problème qui se pose, c'est parfois les gens ils sont juste pas équipés, ne serait-ce que d'avoir une pièce où ils peuvent se rendre et être au calme pour suivre leur formation. Du coup, quelle conclusion on peut en tirer ? La formation à distance, chez nous, dans notre cas, elle fonctionne parce qu'elle arrange notamment sur tout ce qui est poste administratif. Et c'est là-dedans que c'est le plus efficace. Mais ça amène quand même un certain nombre de points de vigilance et auxquels il faut quand même faire super attention, ce qui est la condition de réalisation des formations. C'est ce que je vous disais, ok, il faut que les gens ils aient la possibilité de suivre la formation dans le meilleur cadre et contexte possible. Il faut que leur employeur leur laisse aussi suivre la formation sur leur temps de travail et pas, tu as 4 heures de plateforme, tu feras samedi chez toi à la maison. Et ce à quoi je veux amener, en fait, c'est la formation à distance, c'est pas quelque chose qui s'improvise. C'est un métier très, très particulier de la formation. Du coup, c'est ce que je vous disais, mon gars qui fait ses 7 heures de classe virtuelle sur Chorus Pro, il n'aura jamais d'avenir dans la formation à distance parce que c'est un métier, parce que c'est des méthodes. Pour pouvoir maintenir l'engagement du stagiaire, il faut être en capacité de développer des ressources, de développer des situations d'apprentissage, de développer du contenu qui va fonctionner sur un mode à distance. Donc ça, c'est tout un travail qui est à mener, qui ne s'improvise pas. Donc on a des formateurs qui vont monter en compétences là-dessus, d'autres qui vont pas, mais c'est cette transition-là qu'il va falloir faire pour pouvoir maintenir une qualité de la formation et, j'ose espérer, amener de plus en plus d'entreprises à pouvoir suivre ces parcours-là. Aujourd'hui, la conclusion, c'est que ça dépanne et ça arrange certaines personnes sur certaines thématiques. Mine de rien, on s'est fait surprendre, mais on a des entreprises qui vont en formation à distance. Et on espère que ça va progresser. Merci beaucoup, Fanny. Est-ce que vous avez des questions ? Oui ? Merci, Fanny, c'était très intéressant. Je me pose la question, tu as parlé de la distraction que tu as devant ton ordinateur parce qu'il y a quelqu'un qui rentre et qui te pose des questions. Sur vos retours sur les QCM, tu as les mêmes résultats qu'en présentiel ou c'est moins bon Tu veux dire à la fin, est-ce que les gens... À la fin, est-ce qu'ils ont retenu assez des contenus et tout ça ? Si je prends par exemple la formation FIBAT qui est vraiment sanctionnée par un QCM, qui en plus, on organise le QCM en présentiel parce que c'est obligé, on n'a pas plus d'échecs sur, par exemple, sur le FIBAT. Il témoigne du fait que c'est une quantité très importante d'informations à intégrer pour la formation à distance. En plus, c'est des gens... cette formation, elle est déjà parfois compliquée à suivre 3 jours d'affilée. Donc à distance, c'est compliqué. Mais non, on n'a pas plus d'échecs malgré tout, à la fin. Et est-ce que tu as un retour, ce qui marche bien en termes de moyens pour l'animation à distance, pour la formation à distance ? Du point de vue du formateur ou du point de vue du stagiaire ? Les deux. Je ne sais pas si tu as des retours des deux. En fait, c'est plutôt la question, qu'est-ce qui marche en formation, en fait ? Tu t'as dit, il y a des formateurs qui se sont formés. Est-ce que tu as des retours, ce qui fonctionne ? Ça va être ça va être la capacité du formateur à rester disponible et attentif à ses stagiaires dans son espace. En fait, quand vous formez des gens, vous avez les 7 personnes ou les 12 personnes devant vous. Vous avez déjà une relation qui se crée beaucoup plus facilement parce que vous pouvez voir les gens, ils existent devant vous. Et vous pouvez aussi contrôler ce qui se passe plus facilement dans la salle. Quand vous passez en visio, d'avoir ce contact individuel avec chacun, il est un peu plus compliqué. Donc c'est ces formateurs qui vont réussir à maintenir une intimité et à créer la relation avec le stagiaire tout en étant à distance. Et donc ça, c'est pas donné à tout le monde. C'est déjà aussi un peu la personnalité, puis ça se travaille parce que ça demande beaucoup d'attention. Et c'est aussi faire participer, ne pas laisser quelqu'un dans une salle. On le voit quand il y a quelqu'un qui va moins participer, qui est un peu plus timide et tout ça et tout. On va juger est-ce que oui ou non j'ai besoin de le pousser. Mais il faut faire pareil en fait à distance et être sûr de faire intervenir tout le monde pour que tout le monde se sente considéré au sein de la formation et participe et que vous êtes sûr que vous n'avez perdu personne. Voilà. Donc c'est vraiment sur le lien que je vais réussir à créer. Et puis c'est aussi...
ne pas déblatérer une somme infinie d'informations pendant des heures et des heures. Je pense toujours à Mongus qui fait ses trucs de 7 heures. Mais est-ce qu'il y a aussi des moyens techniques que tes formateurs utilisent? Alors, tu as des post-it. Oui, non, il y a énormément d'outils. Alors, je sais pas ce que mes formateurs tous utilisent, mais effectivement, vous pouvez. Il y a des plateformes, des activités participatives. Je ne sais pas si vous avez l'habitude de suivre des formations à distance qui sont un petit peu animées. Vous allez avoir, vous pouvez faire. Il y a énormément d'outils qui existent. Après, est-ce qu'ils sont mis en œuvre ou pas? Et c'est apprendre à utiliser ces outils, ça va être un jeu, et les utiliser à bon escient au sein des formations. Voilà. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Ok. Bon, merci beaucoup, Fanny, pour ta présentation. Et puis, je vous propose de rejoindre le buffet avec un temps de pause d'1 heure avant la prochaine table ronde et retour d'expérience. Merci beaucoup pour votre présence. Rejoignez-nous dès maintenant pour faire partie de ceux qui agissent et retrouver tous nos contenus sur notre plateforme communautaire www.buildandconnect.eu. Un programme proposé par le pôle Fibre Énergie Vie, le pôle qui accompagne l'innovation des industriels, des maîtres d'ouvrage et des entreprises de la filière du bâtiment pour passer d'un modèle carboné à un modèle décarboné, sain et respectueux de l'environnement, œuvrant pour l'adaptation au changement climatique.